uJehova kalali. Serious. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Grande Interview. Aujourd'hui nous sommes dans ce beau cadre de NetaFoot pour parler d'un concept un peu spécial sur les 40 ans de retard de l'économie quantitative. Cela ne vient pas de moi, ce sont de jeunes chercheurs du laboratoire d'analyse et de recherche en économie quantitative qui nous affirment cela. Je vous prie de suivre. Bonjour Monsieur Jean-Paul Tessa. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du laboratoire d'analyse et recherche en économie quantitative, le LAREC. Est-ce que vous pouvez me dire d'entrée de jeu, c'est quoi le LAREC? Oui, d'entrée de jeu, je dirais le LAREC, c'est un espace connaturel de réflexion qui regroupe des jeunes chercheurs économistes essentiellement, ici des universités de Kinshasa et protestantes au Congo, qui militent pour la constitution et l'émergence d'une nouvelle génération de l'élite ayant essentiellement l'objectif penser autrement la recherche au sein de l'université et essentiellement au niveau des facultés d'économie. Donc si on comprend bien, vous êtes des chercheurs en économie. Nous sommes des chercheurs et plus précisément en économie, spécialisés en économie quantitative. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez déjà à faire depuis votre existence qui date de... Légalement, le LAREC date de janvier 2012 et depuis janvier 2012, on a eu à produire plusieurs papiers. Si vous consultez notre site internet, vous trouverez une cinquantaine de papiers publiés qui traitent de différents sujets ayant trait à la macroéconomie, à la modélisation macroéconomique, à l'équilibre général, à la recherche opérationnelle et puis à ce qu'on appelle la macroéconomie DSGE, macroéconomie dynamique et stochastique. Je voudrais savoir d'abord, quelle est votre vision de l'université? Oui, en fait, la vision de l'université pour les LAREC est très simple. Les LAREC considèrent l'université comme étant un haut lieu du savoir. C'est une conception sacro-sainte de l'université, c'est-à-dire l'université doit être constituée uniquement, je précise bien uniquement, des grands esprits. Et comment on peut recruter ces grands esprits? Pour recruter ces grands esprits, c'est très simple. Il faut élaborer des critères. Et parmi ces critères, au niveau du LAREC, on a eu à déceler des principaux critères. Les premiers critères, c'est l'excellence. On ne peut pas faire l'université sans pour autant être convaincu d'une vision d'excellence, de la poursuite d'excellence. Et le deuxième critère, c'est l'intelligence. Je m'excuse, mais je le dirai tout haut, l'université est faite pour les intelligences. L'intelligence n'est pas synonyme de grands pourcentages. On peut citer des exemples assez éloquents. Albert Einstein n'a jamais distingué tout au long de son parcours académique, mais du moins il est mondialement reconnu comme étant un grand savant, si pas de tous les temps. On peut multiplier des exemples en prenant des économistes comme Léon Walras, qui a été refusé 3 fois à l'entrée à l'école polytechnique de Paris, mais du moins il a été le premier géniteur des modèles d'équilibre général en économie. Alors l'intelligence n'est pas synonyme de points. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir 80%, mais est-ce que c'est là synonyme d'intelligence? Il y a d'autres critères qui permettent de sceller l'intelligence. En ce jour, on peut dire que l'université congolaise ne remplit pas son rôle. Bon, je peux dire oui et non. Non, pourquoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Oui, je peux dire que l'université remplit, ne serait-ce partiellement son rôle, puisque nous sommes le produit de ces universités. Cédric Tombol, est-ce que vous partagez la même vision que Jean-Claude lorsqu'il parle du rôle de l'université?
Absolument. J'ai la même vision et c'est une vision qui est propre à tous les membres au sein du laboratoire. Nous pensons que l'université est le haut lieu du savoir, les lieux qui est censé produire des intelligences, d'une part, et produire le savoir de l'autre, c'est-à-dire les gens qui savent s'étonner, qui savent ressentir une distance et réfléchir et proposer des solutions aux problèmes de la société. Actuellement, par exemple, avec la crise qu'il y a eu en 2007, tout le monde s'est retourné vers les universités. Tous les paradigmes connus, on est connus jusque-là, ont été remis en cause avec la crise de 2007. Et ça poussait les chercheurs au sein des universités de repenser sérieusement à la discipline, à leur discipline, donc à la science économique. Et c'est cela justement le rôle de l'université. Réfléchir à la conception et à la proposition de solutions aux problèmes que connaît la société. Et vous, dans le laboratoire, vous êtes plus spécialisé dans la recherche, dans le domaine des sciences économiques. Comment concevez-vous ça? Tout d'abord, j'aimerais ici brosser rapidement comment l'économie a évolué, comment il faut la concevoir à ce jour, en mettant en premier plan trois visages importants. En fait, l'économie a connu trois moments importants. Les premiers moments, c'est l'unification des idées déjà émises en France essentiellement par les mercantilistes et les physiocrates, par Adam Smith dans les années 1776. Adam Smith d'ailleurs qui est considéré comme le géniteur et le collecteur illuminé de la science économique. D'aucuns pensent qu'il est le père de l'économie. Ce qu'il expliquait était simple. Il expliquait que pour arriver à un bien-être communautaire, il fallait que chaque membre de la communauté s'occupe d'abord de lui. Donc, l'intérêt, la recherche, la poursuite de l'intérêt individuel conduisait à travers un mécanisme qu'il a appelé la main invisible à l'atteinte, ou plutôt au mieux-être communautaire. Et en 1936, il y a eu une autre révolution menée par John Maynard Keynes, qui est justement le deuxième visage important en économie, qui a senti que quelque chose n'allait pas. D'ailleurs, tout à l'heure, parlant de l'université, j'ai dit qu'il fallait que l'université forme de gens qui savent s'étonner, qui savent ressentir une distance, une incompréhension. John Maynard Keynes, dans les années 1936, a senti que quelque chose n'allait pas dans la théorie proposée par Adam Smith et par ses contemporains, notamment Jean-Baptiste Say avec la loi de débouché. Et il a pensé qu'il était important que l'État prenne un peu plus de responsabilité en matière d'investissement, qu'il y ait un peu plus d'État parce que il était possible que les marchés connaissent des imperfections, que les marchés ne conduisent pas toujours un équilibre qui serait profitable, ou plutôt conduisent au bien-être communautaire. Et en 1972, dans les années 70, il y a eu une nouvelle attaque, une autre révolution menée essentiellement par Robert Emerson Lucas, comme l'a évoqué mon collègue précédemment, qui va à nouveau changer le visage de l'économie en pensant que les politiques économiques mises en place par l'État étaient vouées à l'échec dans la mesure où les agents étaient capables de les anticiper et donc de le contrer. Et depuis, l'économie a connu un nouveau vent, donc en employant des outils beaucoup plus sophistiqués. Est-ce que les Congolais n'ont pas de chercheurs ou vous n'avez pas de vision de chercheurs qui vous inspirent, vous, en tant que jeune chercheur congolais aujourd'hui en sciences économiques? La question est pertinente et provocante parce que au sein du laboratoire, nous avons constaté que l'enseignement de l'économie chez nous connaissait 40 ans de retard. On a accusé 40 ans de retard. C'est vrai qu'il y a des professeurs qui nous ont donné l'élan et qui sont des figures importantes pour nous, des figures importantes dans notre formation. Mais il est difficile
de prendre pour modèle, de trouver là un modèle, pendant que nous pensons qu'il y aurait, plutôt qu'il y a 40 ans de retard dans l'enseignement de l'économie. Alors, au début de votre question, vous dites qu'on se réfère aux théories développées ailleurs. Est-ce qu'ici, malheureusement, ici, il n'y a aucun chercheur qui a développé une théorie à laquelle on pourrait se référer. Et c'est justement la démarche que nous voulons, plutôt que nous menons au sein du laboratoire. Nous voulons devenir une école de pensée à même de développer des théories, de nouvelles théories en économie. Et pour s'y faire, il faut savoir ce que les autres font, ce que les autres ont déjà fait. Savoir ce que les autres ont déjà fait, c'est s'approcher de la frontière de connaissances en économie. Dandy Matata, Cédric dit qu'il n'y a aucune théorie développée par des chercheurs congolais. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'économistes congolais qui font des efforts énormes pour se rapprocher des standards internationaux. Et disons, nous sommes aussi les produits de ces grandes figures-là qui nous ont donné l'élan, qui nous ont inspirés, qui continuent d'ailleurs à nous porter sur leurs épaules pour que nous voyions plus loin qu'elles. Quant à dire qu'il y a des économistes congolais qui ont développé des théories propres, si je réponds par l'affirmatif, j'aurais du mal à me justifier. Il y a effectivement des pensées qui essaient d'aller loin, mais des théories typiquement congolaises, jusque-là, nous n'en comptons aucune. C'est justement la raison pour laquelle l'AREC s'est étonné. Pour quelle raison nous, qui sommes confrontés à des problématiques économiques qui peuvent justifier justement la mise en place ou la conception de théories proprement congolaises, avec tout ce qui se passe au niveau de notre économie. Vous savez qu'il y a depuis 2001, disons 2002, des avancées assez significatives et des sujets de recherche assez intéressants qui permettraient justement à des esprits de génie de mettre en place des idées types. Mais cela n'est pas encore le cas. Alors en tant que jeune économiste, en tant que jeune chercheur, et nous portons la passion de la recherche et nous estimons que si nous faisons la quête des outils, si nous allons à la conquête justement des outils et des idées qui ont forgé les théories chez les autres, nous pourrons être en mesure non de les adapter, mais de créer une façon de penser qui soit propre aux problèmes congolais et qui tranche, qui sortent de l'ordinaire et qui renforce un peu la visibilité des économistes congolais, qui permet de répondre avec plus d'efficacité aux problèmes typiquement congolais. Ok, Dandy, est-ce que vous pouvez nous prouver aujourd'hui, lorsque vous dites que l'économie ou les sciences économiques ont un retard de 40 ans par rapport aux autres, est-ce que vous avez des preuves? Bon, d'abord, j'aimerais commencer par positiver un tout petit peu l'image de l'université, même qui étant dans un contexte congolais, parce que l'élite que représente la crème du LAREC est issue de cette université. Elle nous a donné des bases de réflexion pour initier notre démarche. Cependant, notre objectif est aussi de se placer au diapason international, essayer de comparer ce que nous faisons déjà ici avec les avancées ou les évolutions les plus récentes de la théorie économique. Comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs, les 40 ans de retard se déterminent à partir de deux moments essentiels. Il s'agit du premier en 1968, mené par Milton Friedman, avec une certaine façon nouvelle de penser l'économie moderne, qui va être renchérie par Robert Lucas en 1976. Et il se dégage une moyenne de près de 40 ans de retard. C'est-à-dire que l'économie en République démocratique du Congo est quelque peu à l'écart de cette dynamique, de cette réflexion, de cette révolution. Parce que nous ne disposons pas aujourd'hui des outils qui nous permettent de penser autant que pensent les économistes des grandes universités. Je parle des outils d'analyse, mais je parle aussi du cadre. Vous savez, l'université, ce n'est pas seulement
les enseignements classiques, mais il y a aussi la recherche et plusieurs autres activités connexes qui font de l'économiste un véritable professionnel, qui nous apprennent notre métier. En fait, je vais partir d'un constat simple. Vous avez aujourd'hui, le métier d'économiste est plus complexe que celui d'ingénieur. Les ingénieurs, dans leur travail, ils se déterminent en fonction des données du passé. Tandis que de plus en plus, l'économiste est appelé à se référer à ce que sera l'avenir pour déterminer son comportement aujourd'hui. On parle de processus markoviens. Ce sont là, par exemple, des réalités qui sont loin d'être monnaie courante dans nos universités en République démocratique du Congo. Michel-Ange Lokota, que propose le LAREC par rapport à ces retards? Alors, par rapport à ce retard, le LAREC aborde une approche, comme avait dit Cédric tantôt, d'étonnement. Donc c'est d'abord la remise en question. Et donc on se dit, dans les autres universités, telles que l'ont dit encore les amis, il y a des outils très poussés, sophistiqués, qui sont utilisés. Alors la démarche, c'est d'abord d'aller vers ces outils. Donc on fait une remise en question, on va vers les outils, on se met à jour, on se rend compte de cet écart qu'il y a avec ce que nous connaissons, ce que nous avons eu comme outil en sortant de l'université et ce qui existe déjà ailleurs. Et donc, on s'étonne, on se remet en question, on arrive à rapprocher en fait ce qui se fait à l'étranger et à ce moment-là, on peut commencer à publier de façon très développée toutes ces équations, toutes ces nouvelles théories pour essayer d'atteindre l'attention de tous les économistes qui ignorent cette partie de l'économie. Et pour ce faire, nous avons donc notre site internet www.larec.com. Larec s'écrit L-A-R-E-Q, où nous avons une 50aine de papiers très développés. Vous pouvez aller, l'accès pour télécharger les papiers sont gratuits et vous allez constater de la qualité de ce qui est présenté. Est-ce que le laboratoire est-il capable aujourd'hui d'initier une réforme en RDC? Le LAREC peut impulser par ses papiers, par la rigueur dans l'analyse et en démontrant justement les fameux 40 ans de retard, elle peut pousser en fait tout ce qui gère l'éducation nationale, l'université, de les pousser justement à pouvoir réformer le programme. Parce que si c'est une évidence qu'il y a un retard, et ce retard peut, tant soit peu, ou pourrait tant soit peu, permettre de résoudre certains problèmes que nous avons dans notre pays, surtout des problèmes de notre économie, et donc la réforme pourrait arriver par ce moyen. Et à ce stade, quelle est votre contribution? À ce stade, disons, l'émission de l'effet LAREC est encore faible parce que nous avons donné les 4 moments. La remise à question, qui va aller vers la frontière de connaissance. Donc à ce stade, elle est encore faible, mais avec le temps, l'impact sera beaucoup plus. Combien de temps, avec le temps, combien de temps faudra-t-il attendre? Écoutez, même les plus grandes idées, on vous parle de 1976, les idées de 76 sont arrivées peut-être par le LAREC,